Nous ne sommes pas des professionnels des médias, et nous ne souhaitons pas le devenir. En écoutant cette série, vous comprendrez pourquoi nous avons voulu conserver l'anonymat. Si nous vous proposons ce podcast aujourd'hui, c'est pour soutenir Camille, qui a animé un podcast pendant 10 ans avant d'être censurée. Nous avons cherché à reconstituer son récit grâce à ses archives et grâce à ses notes. Nous n'interviendrons que lorsque des éléments seront manquants et indispensables pour comprendre ce qui a pu se passer. Je précise pour ma part que je suis une comédienne qui a été recrutée pour réaliser cette introduction et que j'ignore qui est mon employeur. Est-ce que c'est possible de rentrer en contact avec Julien ? J'aimerais bien parler de certaines choses avec lui. Mais en fait, qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi la menteuse, Camille ? Tu dis à la fin que le héros mentait, que dans toute cette histoire c'est que des mensonges entassés les uns sur les autres, alors qu'il nous prouve que c'est pas toi qui as tout inventé et qui dit que c'est lui le menteur, hein ? Je suis un aidant et je m'occupe d'une personne qui était dans le coma depuis plusieurs semaines. Alors oui, Julien a menti, mais en même temps c'est vrai ce qu'il dit. Son témoignage, son histoire, ça a été l'occasion de dénoncer le comportement de certains médecins. Pas tous les médecins, hein, bien sûr, mais il faut bien l'admettre. Il y a certains médecins qui ne s'occupent pas des patients dans le coma. Julien, il a raison quand il dit que quelqu'un dans le coma ne compte plus en fait. Les personnes dans le coma, elles sont vraiment, vraiment discriminées. C'est un scandale. Donc merci à Julien d'avoir partagé son histoire au plus grand nombre. J'espère que ça fera bouger les choses dans les hôpitaux. Non. Ah non, mais c'est pas possible. Elle s'appelle comment, Zoé Valadon, c'est ça ? Et tu me dis qu'elle essaye de forcer Julien à tout dire ? Mais c'est pas possible. Enfin, elle est journaliste ou elle est pas journaliste ? Elle se prend pour qui ? Elle se croit une petite policière à la PJ qui va essayer de faire avouer l'affreux coupable ? Ah non, pour moi, c'est impossible. Enfin, franchement, sans vouloir faire la morale, on a l'impression de repartir en arrière, les mauvais thèmes sur l'Inquisition. Écoute, ce que je pense fondamentalement, c'est que c'est contraire à toute éthique, voilà. Bonjour, je suis Camille d'une Belle Histoire. C'est moi qui ai envoyé le mail à propos du podcast hier. Oui, c'est bien moi. Je sais toujours pas pourquoi ni qui aurait intérêt à nous envoyer toutes les archives. Sauf mon visage, bien sûr. Ah mais il m'a peut-être espionné pendant que j'étais là-bas. C'est pas de ma faute, c'est Julien qui a instauré ce doute en moi. C'est un peu troublant, je pense, de dire qu'il n'a jamais perdu conscience. Mais non, mais j'ai rien inventé. On y va ? Maintenant, une si belle histoire, épisode 3. C'est vraiment un rêve qui m'attend. Je crois que je suis assez seule en fait. Petit rappel des faits. Invité dans plusieurs émissions de télé, Julien raconte être rescapé d'un grave accident de vélo et devient un des anonymes les plus célèbres de l'histoire des médias. Son témoignage émouvant bouleverse des millions de téléspectateurs. Avant l'accident, j'étais complètement à côté de la plaque. Et aujourd'hui, j'en ai partout des plaques. Mais ma vie, elle avait pas de sens. Et avec l'accident maintenant, je vois. Je me pose plus de questions. Pourtant, l'histoire était un peu trop belle. Je lui pose mes questions à toute vitesse. Julien, je dois vous demander si vous avez bien eu un accident de vélo, si vous avez bien été paralysé, si vous avez bien perdu l'usage de la parole, est-ce que c'est vrai que les médecins étaient pessimistes sur vos capacités à vous en remettre En vérité, Julien a tout inventé. Ok, là je suis précisément là où Julien dit avoir eu son accident. C'est le carrefour qu'on voit dans tous les reportages où il raconte son histoire. C'est marrant parce que, en fait, à force d'entendre son récit, j'ai presque fini par croire à son histoire, je crois. C'est exactement ça que je ressens en fait, ouais.
Je suis à ce carrefour et c'est comme si cet accident avait vraiment eu lieu. Genre, j'ai le réflexe de regarder s'il y a des traces par terre. Ce qui est en fait complètement con parce que même si ça avait vraiment eu lieu, ce qui n'est pas le cas, il n'y aurait plus de traces vu que c'était il y a très longtemps. Et en plus, c'est devenu piéton ici. Il n'y a plus que des piétons et des vélos. Pourquoi est-ce qu'il a choisi précisément cet endroit pour y situer son soi-disant accident? Ah, ça fait super longtemps que j'ai pas voyagé en fait. J'ai l'impression de me réveiller. Ça fait longtemps que j'ai pas été toute seule comme ça, là, au beau milieu d'une place, dans une ville que je connais pas. Je crois que je suis assez seule en fait. Là, il y a pas l'équipe du podcast, il y a pas d'invité, il n'y a pas ma routine. Et je suis là. Je peux m'asseoir, je peux rentrer dans un bar. Je peux commencer à discuter si je veux. Je suis seule. Et en même temps, Bonjour. Ça va et vous? Je sens que tout est possible. Je suis parvenue à retrouver un ancien journaliste, à la retraite maintenant, qui a bien connu Zoé. Il me dit de le retrouver au Molo Molo, un café, près d'un carrefour assez bruyant. Et ça fait longtemps que vous habitez ici? Oh là là. Ouais, ça fait longtemps. Mais bon, ici, c'est devenu mon QG. Voilà. C'est mon bureau. C'est ma cantine. Et le quartier a changé? En 20 ans, oui. Qu'est-ce qui a changé? Il y a plus de vélos. Pourquoi? C'est Julien. Quoi? Tous les vélos, là, c'est grâce à lui. C'est lui qui est derrière tout ça. Mais c'est complètement dingue, comment ça se fait? C'est lui qui a créé son entreprise de location de vélos après son accident. Et puis, la ville lui a sous-traité le marché. Les vélos en libre-service, là, c'était à lui. Ouais. Il s'est fait une petite fortune avec ça. C'est lui qui avait lancé ça. Il avait son nom partout. Son accident a créé un électrochoc dans la ville et tout le monde s'est mis au vélo. J'avais trouvé ça incroyable. On n'avait pas du tout une mairie pro-écolo, alors ça pas du tout. Et très vite, le centre-ville a été interdit aux voitures. Après son accident? Ouais. Tout le monde râlait, hein. Les commerçants, les habitants. Mais à chaque fois qu'on parlait de ça, des voitures qui ne doivent plus circuler dans le centre, quelqu'un disait: tu veux finir comme Julien? Tu veux finir paralysé? Donc, finalement, tout le monde a été d'accord pour virer les bagnoles. Ce qui est arrivé à Julien a été comme une alerte. Ça pouvait arriver à n'importe qui, à n'importe quel piéton, aux enfants. Et donc personne n'a moufté. Le centre a été piétonnisé. Ça a eu tellement d'impact que ça? Oui, mais les gens l'avaient vu à la télé, il y avait sa photo partout avec son nom. C'était comme s'il protégeait la ville. Quoi? Mais... Quand il se promenait, les gens le regardaient comme un héros, comme s'il revenait de guerre ou je sais pas quoi. Il avait été dans le coma, il avait été toujours conscient, ça fascinait les gens. C'était Lazare. Les gens prenaient des photos de lui, et lui, tout souriant, disponible, gentil. Il signait même des autographes. Mais il reste des traces de tout ça, parce que ça paraît complètement fou. Non, il n'y a plus que les vélos qui ont été rachetés par... ça, je sais plus qui. Grâce à ça, on était pionniers en France. Et vous venez de Paris? Ouais. Oui, enfin... Oui. Vous aimez vivre à Paris? On me dit que j'ai pas trop le choix. Apparemment, c'est the place to be. Paris, moi, j'y suis pas allé depuis belle lurette, hein. Je sais plus comment c'est. C'est bruyant. Enfin, c'est bruyant pour moi. C'est beau ici. Il y a des vélos, cela dit, maintenant à Paris. Enfin, pas autant qu'ici, mais il y a pas mal de vélos. Ici, le vélo, c'est devenu une religion. Hein. Puis, si vous aimez plus Paris, il y a plein d'histoires à raconter ici, si vous voulez. Je sais pas, je crois que j'ai besoin de faire un petit break, justement, sur les histoires. Un peu trop d'histoires, ces derniers temps. Merci de prendre le temps. Je vous en prie, moi, maintenant je suis à la retraite, alors ça va. Alors, voilà, je vous ai apporté tous les articles qui sont là. Ça n'avait pas été numérisé. Merci beaucoup. Est-ce que vous...
Je vais prendre un café, s'il vous plaît. Ouais, est-ce que vous pourriez me dire ce qui s'est passé pour Zoé Vallotton? Vous avez été collègues? Ouais, alors je vais être direct avec Zoé Vallotton. C'était une chieuse. Je l'adorais, hein. Mais c'était une chieuse. Une chieuse gentille, mais c'était pas simple avec elle. Et puis je sais pas ce qu'elle a cru en faisant ça. En faisant quoi? En révélant que ce mec avait menti. Elle pensait quoi? Qu'on allait tous la féliciter. Oui, non. On dirait qu'il y a matière. Vous l'avez pas félicité pour son boulot? Non mais Julien, son histoire, ici, c'était la poule aux œufs d'or. On l'appelait pour n'importe quoi au journal. On lui demandait son avis sur tout. Et dans les environs, il était toujours dispo pour une inauguration, une rencontre de foot avec des gamins. C'était un exemple. Un exemple? Eh ouais. Mieux qu'un exemple. Un héros, je vous dis. Alors, Zoé qui balance sa contre-enquête, Watergate, tout le monde a pris ça en pleine figure. Je l'avais interviewé aussi, le Julien. J'allais dire comme tout le monde. Et quand j'ai su qu'il avait tout inventé, je me suis senti comme un con. Comme tous mes confrères. C'est ça qui s'est passé. Ok. Nous, le service des sports, on s'en est pris plein la gueule. Vous n'êtes pas foutu de vérifier qu'il est même pas champion de roller de descente. Vous faites que de la com. Mais c'est Zoé qui vous disait ça? Entre autres. Et je te dis pas toutes les émissions où il a témoigné à Paris. Hein. Ça prouvait qu'on pouvait dire n'importe quoi à la télé. Bon, tout le monde a été sidéré par cette histoire. Bon, aujourd'hui, on mettra en place une cellule psychologique au sein du journal. Mais à l'époque, on n'en a même pas parlé au sein de la rédaction. Alors on lui en voulait à Zoé, faut bien l'avouer. Moi-même, je lui en voulais. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'aimais bien. Hein. Mais je sais pas, elle faisait trop l'enquêtrice. Elle semblait contente d'elle-même d'avoir débusqué la bonne affaire. Oui, mais... Le scoop. Enfin, elle avait quand même révélé la vérité, non? Elle a révélé la vérité, c'est bien ça. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait après ça? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on fait la fête après la vérité, on fait la fête après un scoop, non? Je sais pas, c'est le principe de nos métiers, non? Le pouvoir des médias, dénoncer les menteurs, contre-pouvoir, démocratie, non? Non mais ici, on est dans un journal local. Et alors? On est là pour créer du lien entre les gens, c'est notre fonction sociale. Avec Julien, on était dans notre rôle. Pour une fois qu'on parlait pas de catastrophes, de trucs qui marchent pas. On était dans l'histoire d'un type qui réagissait de manière positive aux merdes qui lui étaient tombées dessus. Il était engagé, il faisait bouger les choses, c'était joyeux. C'est bien les médias où il y a des révélations. On en a fait aussi. Mais notre utilité au quotidien, c'est de raconter aussi ce type d'histoire. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que Zoé, vous l'avez pas félicitée. Non. Jamais. Ça s'est pas passé comme ça. Vous lui avez jamais dit bravo? Elle a été prise en grippe. Elle s'est isolée au sein de la rédaction. Et même en dehors du journal, on a commencé à se méfier d'elle. Dès que quelqu'un avait un petit truc à se reprocher, un politique ou un chef d'entreprise, il voulait pas la recevoir. Mais comment elle a pu continuer à travailler? Ah bah ça a pas duré longtemps, c'est barré du journal. Waouh. Et vous avez parlé de tout ça avec elle une fois? Écoutez, quand je la croisais dans les couloirs, j'aime pas trop parler de ça en fait. Quand vous la croisiez dans les couloirs? J'étais pas très fier. Je voyais son regard. Elle me méprisait. Mais pas du tout. Je sentais qu'elle me méprisait, voilà. Que j'étais une merde de pas avoir vérifié si ce mec avait été champion de roller sur descente. Et puis j'étais pas le seul dans le journal, à ressentir ça. On se sentait comme inférieur à elle. On avait été tous nuls sauf elle. C'est con, mais on s'est jamais sorti de ça. On n'a jamais réussi à reparler avec elle. C'est comme si elle était dans un autre monde. Je sais pas ce qu'elle se disait. Mais c'était insupportable. Quand t'as quelqu'un qui te regarde, t'as l'impression qu'il te juge et que tu peux rien faire. Puis de toute façon, elle avait toujours été un peu comme ça, hautaine. Vous voulez dire que c'est pour ça qu'elle a arrêté le journalisme en fait? Elle s'est pas sentie soutenue du tout? On sait jamais pourquoi on arrête de faire les choses. Alors, peut-être.
De toute façon, l'atmosphère était pesante. Puis aussi, peut-être que cette histoire l'a dépassée. Dépassé. En tout cas, elle a eu du mal à passer à autre chose. Et Julien, vous l'avez revu? Non. Jamais plus entendu parler de lui. Il a revendu ses vélos et clac, disparu. Je sais pas, on l'a plus revu. Mais pourquoi vous revenez là-dessus plus de 20 ans après, vous? Pour qu'on y réfléchisse, pour qu'on essaye de comprendre comment une histoire pareille a pu arriver, pour qu'on se méfie un peu mieux. Faites attention, justement. Il y en a d'autres qui ont voulu raconter cette histoire. Et c'est jamais allé au bout. Pourquoi? Je sais pas. C'est ce que j'ai entendu. Faites attention, c'est tout. Les jeunes filles. Pourquoi ce journaliste me dit-il ça? Sur le coup, je ne réagis pas, mais dans ma tête, ça va très vite. Est-ce qu'il veut me protéger de quelque chose ou est-ce qu'il en sait un peu plus et veut me menacer? C'est pas très clair. Et lui non plus d'ailleurs. Au début de la rencontre, je l'avais trouvé pourtant plutôt sympa, mais maintenant, avec le recul, je le suis pourtant dans la rue. Allô Isa? Allô? Oui, tu m'entends? Ah oui, je commençais à m'inquiéter. Je suis... juste là, je suis devant la vitrine d'une agence de voyage, figure-toi. J'étais en train de me dire que je n'arrivais pas à me rappeler depuis combien de temps on n'était pas partis en vacances depuis qu'il y a le podcast. Ah oui, c'est sûr. Et toi? T'es où? Eh ben, moi je bosse, je fais une vidéo, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi je bosse, qu'est-ce que tu crois? Et alors, tu veux partir où? On pourrait aller au Barbade? Écoute, non, franchement, là, Bon, d'accord, ok, je t'appelle pour le boulot. je pars en vacances. Ok, alors c'est bon, tu peux balancer l'épisode 1, j'ai tout revérifié 3 fois, tout est checké. Non, t'es sûr de toi? Mais oui, bien sûr, Julien a bien menti, c'est certain. Et je viens de finir l'épisode 2, enfin la maquette. Il y a Zoé Valoton dedans. Bon, écoute, je continue à croire que c'est pas une super idée, mais je vais Pardon? ne suis pas une toute seule. Donc, Ok. Bah, merci. Je t'envoie les billets. allez, à tout. À toutes. Vous êtes conduit à l'hôpital, vous êtes en 1000 morceaux. Vous êtes dans le coma et ça va durer 2 ans. C'est ce que vous ressentez? De l'ennui? Non, c'est pas de l'ennui. C'est de la peur. Bah oui, à tout moment, ces gens-là ont le pouvoir de vie ou de mort sur moi. Bah tenez, au début, par exemple, j'avais la télé. C'était des dessins animés en continu. Et je détestais ça. Enfin, c'était vraiment des dessins animés, ça bougeait dans tous les sens, des personnages hyper colorés qui couraient. Et puis un jour, ça s'est arrêté d'un coup. Ils ont arrêté la télé. Et en fait, là, ça m'a fait un truc. J'ai senti, enfin, j'ai cru qu'ils allaient faire pareil avec moi. À chaque moment, à partir de ce moment-là, je me disais qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de moi. Mais comment vous avez découvert cette histoire, vous? Par hasard, je crois. Vous pouvez me montrer? Voilà, c'est là. Ça tombe. Ah oui, j'avais pas réalisé que ça faisait déjà 10 ans. Ouais. Après une courte maladie, ça faisait longtemps qu'elle avait arrêté le journalisme. Elle s'occupait de chambre d'hôte et puis ça marchait bien. J'aurais bien aimé la rencontrer. J'aurais bien aimé la revoir après son départ du journal. Et puis, chacun était occupé. Et au journal, on s'en voulait un peu de ne pas l'avoir soutenu après coup. Sans doute qu'on était jaloux aussi. Quand un collègue sort une info comme ça, on est content. Et puis on se dit aussi, pourquoi c'est pas moi qui l'ai trouvé? Bon, là c'est le jeu. C'est compliqué. Dans cette enveloppe, il y a une interview qu'elle a donnée à une télé locale. Elle a raconté toute sa contre-enquête. Merci. En prie. Bonne chance.
Si, j'aimerais bien, je pense. Savoir ce qu'il devient. Ça m'intéresserait de savoir comment il a vécu aussi tout ça, mal, j'imagine. Évidemment, il passe de la lumière à l'ombre totale, on n'a plus aucune nouvelle de lui, on ne sait pas du tout ce qu'il devient. J'imagine que ça doit être dur, cette descente pour lui. J'imagine qu'il doit m'en vouloir. J'aimerais bien savoir ce qu'il devient, c'est sûr. Peut-être un jour, j'espère. Dans ma vie, pour être heureux, j'ai besoin de donner, de transmettre, d'être en contact avec les autres. Peut-être que je l'aurais appris à 40 ans, mais là, je l'ai appris à 20 ans. Bon, après tout, c'est plutôt pas mal, hein. Je crois que le jour où j'ai pris conscience, c'est lorsque j'ai commencé à faire beaucoup d'interviews. Et lorsque mon histoire allait au-delà de moi-même, quand j'ai senti que j'inspirais d'autres personnes et que j'aidais d'autres personnes. Et c'est là que j'ai su que j'avais le moyen d'en faire quelque chose de différent. Mais alors Zoé Vallotto est morte? Oui. Donc tu n'as pas parlé avec elle de cette histoire? C'est pas une info de première main? J'ai vérifié l'histoire. 2 autres journalistes confirment, dont celui que j'ai interviewé. De quoi t'as peur? Bah je sais pas. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Je viens de repasser par l'hôtel là, pour récupérer ma valise avant de reprendre le train. Et le mec de l'accueil m'a donné ma valise et m'a tendu une enveloppe. Et il m'a dit que quelqu'un avait déposé ça pour moi dans l'après-midi. Et donc évidemment j'étais un peu surprise. Et en fait je l'ai ouverte et à l'intérieur il y avait une carte postale. Une sorte de photo de vélo. Non, enfin je veux dire, la carte postale représentait un vélo. Et derrière la carte postale, il n'y avait rien écrit du tout. Hyper chelou, non? Je me suis retournée et en fait il n'y avait personne derrière moi. Et j'ai regardé partout autour, mais personne ne faisait attention à moi. Franchement, je le sens pas du tout ce truc. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous savez qui a déposé cette enveloppe? Un homme, et il est parti il y a environ une demi-heure. Il est encore dans l'hôtel? Non, il n'est pas resté dans l'hôtel. Vous êtes sûr? Oui. Il est pas au bar? Je ne pense pas, non, Excusez-moi, est-ce que vous pourriez aller voir au bar pour vérifier s'il y est plus? Je regrette, c'est impossible, je suis seul à la réception, je ne peux pas, mais je peux vous confirmer qu'il est sorti. J'avais plein de photos de Julien dans mon dossier sur lui. Ok. Est-ce qu'il ressemblait à ça? Peut-être, mais en plus vieux. Et il n'avait pas du tout la même coupe de cheveux. Mais c'est peut-être lui. C'est peut-être lui. J'avais pas imaginé ça. Que peut-être Julien habitait encore ici tout simplement. Qu'il avait su que j'allais venir dans sa ville. C'était logique. C'était là où tout avait commencé. Ah mais ça veut sans doute dire qu'il m'a espionnée pendant que j'étais là-bas. Et mais tu deviens parano. S'il avait été là, il aurait tout de suite essayé de te parler pour te dissuader de faire le podcast. Et c'est qui alors qui a voulu que je voie la carte postale tout de suite? Bah je sais pas moi. Jamais je n'avais pensé que Julien pouvait être dans les parages. Jamais j'aurais imaginé qu'il allait essayer de se rapprocher de moi. J'ai longtemps dit que l'accident m'avait changé, et c'est un fait, mais il y a quand même une part de qui j'étais avant qui demeure. Ouais, ça m'a pas radicalement changé. J'ai juste pris conscience qu'il y avait un avant et un après, et j'ai pris conscience de la réalité de la vie. Pour être honnête, à partir du moment où je m'étais dit que je ne voulais pas l'interviewer, pour moi, c'est comme s'il n'existait pas en vrai. C'était quelqu'un du passé. Mais là, je suis sûre que c'est bel et bien lui qui m'a adressé cette carte postale, avec ce beau vélo dessus, emblème de la ville. Cette carte postale, c'est comme une menace discrète. Un avertissement qui dirait « Mieux vaut ne pas aller plus loin ». Ok, je comprends. Venir à ma rencontre dans cet hôtel et me parler directement, ça aurait sans doute été too much. Julien ne veut pas prendre ce genre de risque et faire des choses qu'on pourrait lui reprocher. Une carte postale, c'est plus discret. Julien, si tu m'écoutes, moi aussi j'ai une carte postale pour toi. Une carte postale sonore. Peut-être que tu penses que ce petit message aurait suffi, mais là,
tu te trompes. Plus que jamais, je suis décidée à raconter ton histoire. Madame, ça va? Vous m'aviez parlé d'un train, et là ça fait un quart d'heure que je vous vois assise. Je me demandais... Merde, j'ai raison. Oui. Au revoir. Merci, au revoir. J'étais restée au comptoir pendant je ne sais combien de temps, à regarder cette carte postale avec ce vélo. Et j'observais toutes les personnes qui rentraient et qui sortaient de l'hôtel. Et malgré moi, j'avais l'impression que Julien allait apparaître, venir droit vers moi et me parler. Alors j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré des gens mais extraordinaires. Je suis allé partout, en Inde surtout, ça m'a vraiment transformé. Je me rappelle, j'étais invité à manger, à dormir partout. C'est fou, hein, il suffit d'engager la conversation et voilà, tout devient simple. Et j'ai marché comme ça des kilomètres et des kilomètres, j'ai marché jusqu'à l'épuisement parfois. J'avais complètement oublié l'heure. Je crois que j'étais hors du temps. Mais je savais quand même que j'avais un billet pour le dernier train. Après la découverte de la carte postale, je ne voulais plus rester dans cette ville. Pas une minute de plus. Ah putain, j'ai jamais la voir. Je suis en train de crever. Je vais mourir tout maintenant là. Attendez. Waouh, c'était tout juste. Je me suis méchamment cramé les poumons. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que peut-être, je dis bien peut-être, Julien pourrait être une menace pour moi. Pour la première fois, je crois que j'ai presque peur de quelqu'un dont je raconte l'histoire. Je ne me suis jamais sentie en danger jusque-là. Alors, un mensonge, pour moi, c'est un propos qui vient renchérir, soutenir quelque chose. Pas forcément au sens négatif, parce que de mon côté, je dois tout faire pour que ce que je veux soit à moi. C'est ça, moi, ma définition du mensonge. Le mensonge, dans ce but, qui n'est pas à faire du mal, c'est pas mal intentionné. À me protéger, tout simplement. Pour moi, le mensonge, c'est une manière de s'inventer une autre vie, dans le sens où, grâce au mensonge, tu peux être une autre personne, tu peux choisir d'avoir une autre vie, d'avoir une autre origine, de faire un autre métier, d'être totalement une autre personne. Voilà. Mais c'est pas pour... je m'invente jamais une vie à des fins malveillantes, c'est plus pour m'amuser, rigoler, créer des souvenirs avec mes amis, voilà, on essaye, je pense, donner des défis, je dois m'inventer une vie et voir que la personne, elle croit tout. Moi, je trouve ça rigolo, mais voilà, c'est jamais à des fins malveillantes, mais ouais, je mens souvent en soirée. Je me suis déjà fait passer pour Angèle en soirée, par la chanteuse, ou des fois je parle dans une autre langue. Par exemple, je me fais passer pour une espagnole, alors que j'ai pas le meilleur des niveaux, mais ça marche régulièrement avec des gens. Et voilà, ou sinon j'adore dire que mes amis c'est mes sœurs, ou m'inventer un autre parcours scolaire qui m'aurait plu dans une autre vie, que là je peux être cette personne pendant quelques heures ou quelques instants. Et voilà, je mens des fois pour ça. Oui, donc bien évidemment, j'ai déjà menti comme tout le monde. Il y a les petits mensonges et les gros mensonges, hein, comme il y a les petits courages, les grands courages. Voilà, il y a plusieurs possibilités de mensonges. Il y a des mensonges nécessaires. Si on veut reprendre un petit peu les choses de l'ordre du cinéma, je pense au Doulos dans Melville, avec l'exergue du film qui est il faut mourir ou mentir, ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, le mensonge fait partie de la vie, et la transparence totale, c'est un point de vue, j'allais dire de fanatique, c'est pas le mot qui convient, mais on peut jamais dire toute la réalité. Donc à partir de là, c'est une question de perception. Après, il y a des mensonges vraiment
hard aussi, quoi. Genre le mec qui a menti à sa famille, là, en faisant croire qu'il était médecin toute sa vie et qui a fini par buter sa femme et ses gosses. Ça peut être un extrême quand même, où tu dis que le mensonge, ça peut aller loin et être ultra négatif. Vraiment, le truc qui me fait le plus peur et qui me fascine le plus, c'est Jean-Claude Roman. Dans mes pires démons, je dis que je pourrais être Jean-Claude Roman, tu vois, d'être prisonnier de ton mensonge parce qu'on t'a pas appris à parler ou à exprimer tes sentiments, parce que le mensonge te permet d'esquiver ce qui pourrait te mettre face à toi-même. Mais je pense que c'est un apprentissage de la vie, à se confronter à ses peurs et à ses faiblesses pour justement affronter la vérité et mettre le mensonge de côté. Mais en même temps, il a décidé de se taire et de se cacher. Bien sûr, ma curiosité naturelle et professionnelle me pousse à avoir envie d'avoir de ses nouvelles. Je suis Camille, et tu viens d'écouter l'histoire de Julien, une si belle histoire. Vous pouvez dès maintenant réagir en nous envoyant un mail ou sur nos réseaux sociaux. On promet de vous répondre si vous avez des questions, que ce soit sur le mensonge de Julien ou sur la fabrique du podcast. On fera un point sur vos réactions dans le prochain épisode. Une si belle histoire de Marine Anger et Christophe Deloux. Avec dans les rôles principaux Camille Dagen, Camille, Clémence Bucher, Isa, Antoine Ségara, Julien. Et aussi Muriel Amat, Bilal Bachir, Vinnie Bénard, Sylvestre Bouquet, Xavier Delcourt, Mélina Fachin, Laetitia Forge d'Arc, Anaëlle Forveille, Karine Gélébart, Anna et Stella Marx-Wecker, David Martins, Cécile Mourier, Vincent Pellerin, Claire Perron, Sébastien Pierre-Jean, Philippe Piot, Laurent Podetti, Louise Schwartz, Mathieu Singuerlet, Victor Topenot, Kéliane Yousfi et Karine Zenner. Les musiques sont composées et interprétées par Marine Anger et John Caldera. Mixage, Vincent Venet. Dessin d'illustration, Sylvestre Bouquet. Une si belle histoire est une coproduction par Oui-Dire, la première de Pascal Tison, et Sonia, un monde de récits audio. Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'IDEX de l'Université de Strasbourg et de ses partenaires CNRS et INSERM dans le cadre de France 2030, Strasbourg capitale du livre UNESCO 2024. Sonia, un monde de récits audio.